Asseyez-vous, mademoiselle. Je vous en prie. Merci. Ma convocation a dû vous surprendre et vous intriguer quelque peu, je suppose. En effet, oui. Vous allez en connaître la raison. Mais il me faut tout d'abord compléter rapidement mon dossier. Puis-je vous demander une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui. Je vous remercie. Voici. Merci. Alors, nous disons donc Clara Dutilleul, née à Paris le 5 juin 1930. Célibataire. Profession? Je dirige actuellement le service commercial d'une maison de couture. Directrice commerciale. Bon. Alors, vous êtes fille d'André et Louise Dutilleul, tous deux décédés, et dont vous étiez l'enfant unique. C'est exact. C'est exact, oui. Et vous êtes également, par conséquent, la nièce d'Albert Dutilleul, le frère de votre père. Albert Dutilleul? Vous ne le connaissiez pas? Non. J'avais 3 ans lorsque mon père est mort et j'ignorais même qu'il eut un frère. Mais pourquoi en parlez-vous au passé? Il est mort? Il y a 15 jours, des suites d'un accident de la route, oui. Comme il est mort à intestat et que vous êtes sa seule parente, c'est vous qui héritez. Mais quel âge avait-il? 56 ans. C'est étrange, non, à cet âge-là, quand on est seul et que l'on a quelque chose à léguer, on devrait avoir fait depuis longtemps un testament, il me semble. On le devrait, oui. Mais vous seriez étonné d'apprendre combien les gens sont parfois négligents sur ce point. Les uns par une sorte de crainte superstitieuse, les autres par simple refus d'envisager leur disparition. Mais laissons cela, et venons-en à ce qui vous intéresse directement. L'actif de cette succession, mademoiselle, est presque tout entier dans l'agence qu'avait fondée votre oncle et qu'il dirigeait lui-même. C'est une affaire sérieuse et prospère, qui ne saurait vous intéresser, j'imagine, mais dont vous tirerez certainement un bon prix. Monsieur Michel Lorrain, le principal collaborateur de votre oncle, s'est d'ores et déjà porté acquéreur. Mais une agence de quoi, maître? De police privée. Pardon? Rapidement et discrètement, l'agence Dutilleul enquête pour vous. Vous n'avez jamais vu ce slogan? Oui, oui, peut-être, je sais pas. Je vous demande pardon, mais je ne puis m'empêcher de trouver ça drôle. C'est tellement inattendu. C'est le moins qu'on puisse dire, en effet. Et c'est aussi pourquoi je disais que cette affaire ne saurait vous intéresser. Mais qui sait? Je vous demande pardon. J'aime mon travail, mais il m'arrive de trouver la couture monotone, voyez-vous. Complimenter sur leur minceur des dames de 70 kilos et plus, ça finit par devenir lassant. Vous aimez plaisanter, à ce que je vois. Oui, principalement lorsqu'il s'agit de choses sérieuses, oui. Mais dites-moi, j'y pense, comment devient-on détective privé? Le savez-vous? Mademoiselle Dutilleul, vous êtes une jeune femme charmante, très sympathique, et je suis tout disposé à plaisanter avec vous aussi souvent qu'il vous plaira. Avant d'en arriver là, cependant, j'aimerais assez que vous répondiez enfin à ma proposition. Oui ou non, voulez-vous me vendre cette agence? Très franchement, je ne sais pas encore. Mais je ne crois pas. Enfin, vous avez d'autres propositions? Vous espérez obtenir davantage? Non. Alors je ne comprends pas. Moi non plus. Je comprends pas ce qui m'attire brusquement vers la profession de détective, mais le fait est que ça m'attire singulièrement. Très drôle. Mais j'imagine que vous lisez beaucoup de romans policiers et que vous découvrez toujours le coupable. Oh non, je me trompe presque tout le temps. Mais c'est que les romans sont faits pour tromper le lecteur. Dans la vie, je suis beaucoup plus perspicace. Et c'est une qualité, je ne dis pas. Malheureusement, voyez-vous, dans la police privée, il est beaucoup plus important de ne pas craindre la pluie, d'avoir de bonnes jambes, une solide patience et de ne pas s'imaginer, surtout, que l'on travaille à combattre le crime. Enquête et filature en tout genre, c'est écrit sur la porte. 90% de nos clients sont des femmes jalouses, des maris trompés ou des fiancés qui ont déjà des doutes. En fait de justice, nous ne servons pratiquement qu'au rayon conciliation et divorce. Ah, je vois. C'est plutôt sordide en quelque sorte. Plutôt, oui. Et pourtant, monsieur Lorrain, vous avez emprunté une somme importante afin de pouvoir me l'acheter, cette affaire sordide. Ah, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, voulez-vous? Je vous faisais simplement remarquer qu'ici, comme ailleurs, le travail est le plus souvent de routine, et les clients sans grand intérêt. Lorsqu'il s'agit de gagner sa vie,
On ne peut pas toujours choisir l'exceptionnel. Et si vous me parliez un peu de ces affaires qui ne sont pas de routine, monsieur Lorrain, après tout, 10% d'exceptionnel, c'est déjà pas si mal. Bon, signez d'abord. Ensuite, je vous invite à dîner et je vous raconte tout ce que vous voudrez. Non. Quoi, non? Cette agence m'appartient, je la garde. J'ai envie de m'amuser un peu. De vous amuser? Parfaitement. Je vous nomme directeur, je double vos appointements, mais en échange, vous m'apprenez le métier. Oui. Et si je refuse? Mais non, voyons, pourquoi refuseriez-vous? Je connais pour le moins 4 agences où je peux entrer dès demain. Oui, oui, mais pas comme directeur et pas avec une patronne décidée à se faire toute petite. Pourquoi riez-vous? Non, parce que je ne vous crois pas capable de vous faire toute petite, mademoiselle Dutilleul. Non, non, vous ressemblez trop à votre oncle. Vous oubliez que je ne l'ai pas connu. C'est une insulte ou un compliment? Votre oncle était l'homme le plus agaçant et le plus têtu que j'ai jamais rencontré. Monsieur Lorrain, Oui? moi je le traque. Excellent. Excellent, ça vous donnera peut-être un air un peu plus sérieux. Parce que vos yeux rieurs, pour recevoir les clients, ça n'est pas l'idéal. Enfin, ça, je vous l'ai déjà dit. Chut. De quoi a-t-elle l'air, cette dame? Environ 45 ans, sobrement élégante, bijoux discrets, mais de valeur. Détail plutôt rare, elle ne semble pas intimider le moins du monde. Et que veut-elle? Ça, vous le lui demanderez vous-même. Je me suis bien gardé de la faire parler. Nos clients viennent ici après avoir longuement hésité. Je vous l'ai déjà dit aussi. Et généralement pour se confier à contre-cœur. Dès lors, il est extrêmement dangereux de les interrompre ou de les obliger à se répéter. On ne change pas de prêtre au milieu d'une confession, mademoiselle Dutilleul. Et si je ne suis pas à la hauteur? Eh bien, si vous n'êtes pas à la hauteur et que votre cliente s'en aperçoive, pas de problème. Elle s'en ira probablement sans rien vous dire. Si vous n'êtes que simplement maladroite, par contre, eh bien, nous essaierons de rattraper la situation. Vous m'aiderez? Non, inutile de me faire du charme, je vous aiderai sans cela. Parce que j'aime le travail bien fait et pour le bon renom de l'agence. Oui, mais comment m'aiderez-vous après coup? Vous allez brancher votre interphone que je puisse entendre d'à côté. Si vous ne vous en sortez pas, j'essaierai d'intervenir. Sinon, nous ferons le point tout à l'heure lorsque la cliente sera partie. Bon. Allons-y alors. Allez, faites-la entrer. Bon, bonne chance tout de même. Et surtout, n'oubliez pas, faire parler le client et en dire soi-même le moins possible. C'est l'un des principes de votre oncle et il est excellent. Prête? Bon. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer, madame. Oui, merci. Mademoiselle Dutilleul, notre directrice. Bonjour, madame. Mademoiselle. Bon, je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau, n'est-ce Oui, pas? merci, monsieur Lorrain. Mais asseyez-vous, madame, je vous en prie. Si vous voulez fumer, vous... Je ne fume jamais, je vous remercie. Bien. Mon nom est Monteil. Henriette Monteil. J'ai hésité assez longuement avant de venir vous trouver et je vous avoue que je ne me suis pas résignée volontiers. Ce que je vais devoir vous dire est plutôt délicat et extrêmement confidentiel. La discrétion est la première condition de notre métier, madame Monteil. Au point que nos agents travaillent parfois sur une affaire sans en connaître le fond, et monsieur Lorrain et moi-même sommes les seuls à posséder tous les éléments d'un dossier. Parfait. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je désire que vous découvriez l'identité d'une certaine personne et que vous enquêtiez ensuite très à fond sur son mode de vie et ses moyens d'existence. Il s'agit de la maîtresse de mon mari. C'est une liaison vieille de plusieurs années déjà et qui ne m'avait jamais préoccupée. Depuis quelque temps, cependant, je vois les choses différemment et il devient indispensable que je sache qui est cette femme. Puis-je vous demander pour quelle raison? Parce que mon mari est probablement un escroc, mademoiselle. Je vous écoute, madame Monteil. Eh bien voilà, mon mari avait un frère qui s'est tué en montagne il y a 15 ans en compagnie de sa femme. Il laissait un fils de 5 ans et nulle autre famille que mon mari et moi-même. Suivant en cela les dernières volontés de mon beau-frère, nous avons pris l'enfant avec nous et sommes devenus gérants de sa fortune. Mon mari est agent de change et son frère avait toute confiance en lui.
C'est en quoi il a peut-être eu tort, précisément. Vous voulez dire que... Que mon mari a très probablement puisé dans cette fortune, oui. Et qu'il ne nous appartient pas. Oh, j'ignore jusqu'à quel point, bien entendu. Mais si j'en juge par son inquiétude, ce pourrait bien être important. Parce que Monsieur Monteil est inquiet. Oui, d'une inquiétude qui ne va pas tarder à devenir de la peur, j'imagine. Son neveu sera majeur dans 3 mois. Il vit avec vous? Oh non, non, il y a 2 ans, parce qu'il n'a jamais pu s'entendre avec son oncle, il a choisi de poursuivre ses études en Angleterre. Et vous pensez, si la gestion de votre mari s'avérait... Au point où nous en sommes, je crois que nous pouvons renoncer aux précautions verbales, mademoiselle. Oui, si mon mari a commis un abus de confiance, eh bien son neveu portera plainte, j'en suis certaine. Et je ne vois pas le moyen de l'en empêcher. À moins que les fonds détournés ne soient récupérables. Et vous pensez à la maîtresse de votre mari? Exactement. Mon mari est agent de change, je vous l'ai dit, et il a toujours fait de bonnes affaires. Notre train de vie est aisé, sans plus, parfaitement en rapport avec ce qu'il gagne. Si donc il a puisé dans la caisse de son neveu, ce ne peut être que pour elle. Et vous espérez vraiment, le cas échéant, pouvoir... récupérer quelque chose? Et pourquoi pas? Il n'est pas homme à entretenir de ces femmes frivoles qui jettent l'argent par les fenêtres. S'il a volé pour une femme, il l'aura fait pour lui offrir maison, bijoux, voiture, etc. Toutes choses qui se peuvent effectivement récupérer. Oh, ce n'est pas impossible, après tout, évidemment. Mais comment se fait-il, s'agissant d'une liaison importante et qui dure depuis des années, que vous ne sachiez rien de cette femme? On peut accepter certaines situations tout en préférant ne pas en connaître les détails, mademoiselle. Et je vous assure qu'aujourd'hui encore, n'étaient les soupçons que je viens de vous exposer, je m'en passerais volontiers. Oui, je comprends. Mais vous parlez de soupçons. En fait, vous n'avez aucune certitude. Si, tout de même. Tenez, il y a 3 jours, après cette question, mon mari a fini par m'avouer qu'il avait quelques ennuis et que ses comptes à rendre le préoccupaient. Il m'a refusé toute précision quant aux chiffres et juré que cela s'arrangerait, mais son attitude démentait chacune de ses paroles. Je vois. Eh bien, dans ce cas, je pense que vous avez raison et qu'il pourrait être utile de savoir ce qu'est devenu l'argent détourné. Que pouvez-vous me dire concernant cette dame? Oh, pratiquement rien, mademoiselle. Mais vous la découvrirez sans peine, rassurez-vous. Et s'il ne s'agissait que de cela, je n'aurais même pas besoin de vos services. Non, ce que j'attends de vous, encore une fois, c'est un compte-rendu détaillé concernant le train de vie et les revenus de cette femme. Quand à la trouver, ce sera facile. Mon mari se rend chez elle presque tous les soirs en quittant son bureau. Bon, je vais noter l'adresse de son bureau, mais il me Non, semble... inutile, mademoiselle. Je vous ai déjà noté tous les renseignements nécessaires au dos de cette photographie. C'est un portrait assez récent de mon mari et je pense que vous le reconnaîtrez sans mal. Il quitte généralement son bureau vers 6h30 et sa voiture, dont vous avez également la marque et le numéro, est garée dans la cour de l'immeuble. Il conduit fort prudemment, vous pourrez le suivre sans difficulté. Voilà, eh bien, je crois que c'est tout. Alors, au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame, et je vous compte recontacte. sur vous, n'est-ce pas? Tenez, c'est par ici. Merci. Alors, Bon. Pour une débutante, ça n'est pas trop mal. Nous finirons peut-être par faire quelque chose de vous. drôle de cliente, non? Pourquoi? Cette froideur, cette précision. On aurait dit qu'elle jouait un rôle. Quant à ses espoirs de récupération, je n'ai pas voulu la décourager, mais franchement... Ah non. Oh là là, je viens de vous décerner un bon point pour la réception, mais alors maintenant, ça ne va plus du tout, hein. Vous n'avez pas à juger ou à interpréter le comportement de votre cliente. Vous avez à retrouver la maîtresse de son mari, un point, c'est tout. Oui, mais ça n'empêche pas de penser, tout de même. Justement, si, ça devrait. Madame Monteil ne nous a pas versé une provision pour que nous analysions son caractère, mais pour que nous lui fournissions un rapport détaillé concernant une femme qu'elle ne connaît même pas. Eh bien, commencez par me trouver cette femme, et vous pourrez alors exercer sur elle votre esprit critique. Parce que ça, mademoiselle du Tilleul, ça fait partie de votre travail. Oui?
Monsieur Laurent est parti, j'ai encore une lettre à signer, mademoiselle. Juste un accusé de réception. Très bien, donnez. Merci. Voilà, vous n'avez plus besoin de moi. Non, merci, je fermerai. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, mademoiselle. On peut entrer? Oh là, bah dites donc, vous m'avez fait peur, vous, qui êtes-vous? Mon nom est Brochard, et je suis en quête d'une demoiselle du Tilleul. C'est moi. Vous désirez? M'entretenir avec vous, dès que cette jeune personne voudra bien s'esquiver. Oh bah dites donc, soyez poli au moins. C'est bien, Jacqueline, c'est bien. Laissez-nous, Edna. Bon, vous préférez pas que j'attende un peu? Non, merci, c'est pas la peine. Bon, comme vous voudrez, mais à votre place, moi je me méfierais. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Elle a raison, vous savez. Par les temps qui courent, on sait jamais. Asseyez-vous, monsieur. Et dites-moi ce qui vous amène, je vous en prie. Merci. J'aimerais que nous parlions un peu de Monsieur Monteil. Mais je ne connais personne de ce nom. Ah, si. Vous ne le connaissez peut-être pas lui, mais vous connaissez sa femme. Elle était ici même ce matin. Je crois savoir que vous êtes nouvelle dans ce métier, mais je m'aperçois qu'on vous a déjà appris la discrétion. Je vous en fais mes compliments et je me présente un peu mieux, mademoiselle. Inspecteur Brochard, officier de la police judiciaire détaché au commissariat de Neuilly. Voici ma carte. C'est parfait, inspecteur, mais je ne suis pas certaine que votre qualité m'oblige à vous répondre. Vous avez raison. Mais je crois que vous me répondrez tout de même. Parce que? Parce que ce matin, mademoiselle, pendant que vous étiez en conversation avec sa femme, Monsieur Albert Monteil s'est suicidé. Suicidé? D'une balle de revolver en plein cœur, oui. Êtes-vous disposé maintenant à me répondre un peu mieux? Oui, peut-être, mais... Mais s'il s'agit d'un suicide, pourquoi êtes-vous là? Et pourquoi une enquête? parce que Monsieur Monteil a quitté ce monde en négligeant de laisser un mot d'explication. Le fait n'est pas rare, tous les désespérés n'écrivent pas, mais il nécessite toujours un petit complément d'information. C'est ainsi, par exemple, que j'aimerais savoir à quelle heure Madame Monteil est arrivée chez vous ce matin. Ma foi, exactement, je ne saurais vous le dire, mais j'ai remarqué par contre qu'il était juste 11h moins le quart lorsqu'elle est partie. Comme elle est restée environ une demi-heure, elle a dû arriver ici vers 10h et tard. Oui. Quelle impression vous a-t-elle fait alors? Vous a-t-elle semblé nerveuse, préoccupée ou détendue? Oh, rien de tout cela. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui va droit au but et assez froidement même. Froidement? Oui. Elle m'a parlé de certains ennuis avec un détachement assez rare. Pensez-vous qu'elle ait pu tuer son mari et se montrer, tel que vous l'avez vu, 10 ou 15 minutes plus tard? Ah là, je suis désolée, inspecteur, mais je refuse de vous répondre. C'est trop grave. Mais autrement dit, vous pensez que oui. Ah non, pas du tout. Je vous interdis bien d'interpréter mes silences. Vous venez de me dire que cette femme vous avait étonné par son sang-froid. En face de certains ennuis assez graves, oui, mais qui ne sont tout de même pas de la taille d'un assassinat. Et dont vous ne pouvez pas me parler, bien entendu. Je ne sais pas. Dites-moi d'abord pourquoi vous ne croyez pas au suicide. Et je dis que je n'y croyais pas. Non, mais vous faites comme si. Et parce que la loi le veut ainsi, oui. Monsieur Monteil n'ayant pas daigné expliquer son geste, il m'incombe de le faire à sa place. Travail de routine est généralement assez simple, mais encore faut-il le faire. En vérité, voyez-vous, je suis pratiquement persuadé qu'il s'agit bien d'un suicide. Votre oncle était un homme entêté, je vous l'ai déjà dit, mais il ne refusait pas d'écouter les gens, lui. Alors si vous ne voulez pas entendre ce que j'ai à vous dire, il est inutile que nous poursuivions. Mais très bien, mon cher directeur, très bien, je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire que je ne sache déjà? Bon, primo, je me permets de vous rappeler que nous sommes très probablement en présence d'un suicide, ce dont la police elle-même est persuadée. Secondo, en supposant que par extraordinaire ce n'en soit pas un, je serais curieux de savoir ce que vous espérez. Ce que j'espère. Madame Monteil a loué nos services pour qu'on lui fournisse certains renseignements. Et jusqu'à preuve du contraire, elle est toujours notre cliente, n'est-ce pas? Seulement, lorsque vous vous retrouverez devant un juge d'instruction ou même un tribunal pour témoigner contre elle, je me demande bien à qui vous enverrez votre note de frais. Non, oh, écoutez, vous ne parlez pas sérieusement. Si. Oh, je sais bien que pour vous, l'argent ne compte guère et que vous avez décidé de vous amuser un peu. Seulement, vous me permettrez de ne pas vous suivre sur ce terrain. Pour traquer gratuitement les criminels, il existe une police officielle. Mais vous êtes affreusement immoral, monsieur Laurent.
Et vous semblez ignorer jusqu'au plus élémentaire devoir du citoyen. Les citoyens ont pour devoir de dénoncer un crime lorsqu'ils en ont connaissance. On ne leur demande pas de travailler à le découvrir. Et moins encore, bien entendu, d'en chercher là où il n'y en a pas. Oh, ça, c'est à voir. C'est tout vu. Monteil était assis à son bureau, il a tiré en appuyant l'arme contre sa poitrine. Bien. Le jour où vous verrez un assassin s'avancer vers sa victime et lui appuyer tranquillement un revolver sur le cœur, ce jour-là, vous me ferez signe, mademoiselle Dutilleul. En profitant d'un moment d'inattention ou en le provoquant, pourquoi pas? Cela exigerait sans doute un sang-froid assez extraordinaire, mais c'est précisément ce qui me fait penser Madame Monteil, figurez-vous. Et si nous admettons qu'elle ait pu faire ce geste, tout le reste devient parfaitement plausible. Alors, allez-y, je vous écoute. Hier matin, 9h30, Albert Monteil s'installe dans le petit bureau qu'il s'est aménagé depuis qu'il ne va plus le matin à Paris. Bon. Vers 10h, sa femme s'en va et arrive ici même 20 minutes plus tard. Quelques minutes après son départ, la bonne sort à son tour pour aller faire quelques courses. Lorsque la bonne revient, vers 11h moins le quart, Monteil est mort. Eh oui, le pauvre homme avait attendu d'être seul pour en finir. Étrange discrétion, n'est-ce pas? Ce matin, vers 10h, monsieur Lorrain, j'ai fait le trajet du domicile des Monteil jusqu'ici. Et j'ai mis à peine 10 minutes. Y compris le temps de trouver une place pour votre voiture? Madame Monteil ne s'est pas donné cette panière. Elle a laissé sa voiture en stationnement interdit. Je l'ai regardée partir. Je l'ai vue empocher la contravention qu'elle venait de récolter. Et je me demande jusqu'à quel point ça ne faisait pas partie de son plan. Machiavélique, cette dame. Oh, riez si vous voulez, mais elle a très bien pu guetter le départ de la bonne, rentrer dans la maison pour tuer son mari, puis venir rapidement ici pour se forger un alibi. Et pourquoi ici? Voulez-vous me le dire? Pourquoi pas chez des amis ou dans n'importe quel lieu public? Mais voilà, vous y êtes, toute la question est là. Et c'est à quoi je vais m'attacher. Si Henriette Monteil a tué son mari, si elle a préparé minutieusement son crime, et si elle nous a inclus dans son plan, ce ne peut être que pour une raison précise. Et cette raison, monsieur Lorrain, je la découvrirai. Oui. Non, vous ne croyez pas que vous êtes en train de prendre tout doucement vos désirs pour des réalités? C'est-à-dire? Non, parce que vous avez hérité d'une agence de police privée, vous avez soudain décidé de jouer au détective. Bon. Malheureusement, les affaires que nous traitons sont plutôt banales. Et cela ne vous passionne guère, d'où la nécessité d'ajouter un peu de sel. Bon. Votre histoire pourrait se tenir, j'en conviens, mais cela n'a rien d'extraordinaire. Avec un peu d'imagination, je me fais fort de vous transformer en crime n'importe quel suicide ou accident. Vous avez sans doute raison concernant ce dernier point. Et vous avez tort quant au reste. Je n'ai pas décidé de m'amuser à tout prix et je ne suis pas femme à jouer autour de la mort d'un homme, monsieur Lorrain. Pas plus d'ailleurs qu'avec la réputation et la liberté d'une femme. Ah, vous voilà bien sérieuse tout à coup. Si ça vous étonne, il vous faudra réviser votre jugement sur moi. J'aime bien plaisanter, je ne me prends pas volontiers au sérieux, mais je ne crois tout de même pas être aussi futile que vous semblez l'imaginer. Non, sincèrement, je n'imagine rien de tel, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes tellement certaine que Madame Monteil a tué son mari. Mais je n'ai pas prétendu en être certaine. Je dis simplement que cela lui était matériellement possible. Et je trouve que ça mérite qu'on y regarde un peu plus près, c'est tout. Et tout ça parce qu'une femme vous a un peu étonné par son sang-froid et son détachement? Oui, mon cher. Et j'ai même envie de mesurer un peu mieux ce sang-froid-là, figurez-vous. Vous désirez? Voir Madame Monteil, si elle est chez elle. Ah non, justement, elle est sortie. Pour longtemps? Ah, je sais pas. Mais pour les visites, c'est pas bien le moment. Il vient d'y avoir un malheur dans la maison. Oui, oh, je sais. Madame Monteil était chez moi hier lorsque c'est arrivé. Ah, c'est vous qui... Oui, c'est moi, oui. Clara Dutilleul. Bon, eh bien... Entrez si vous voulez. Je suppose que madame ne va plus tarder. Elle est sortie pour 10 minutes il y a une demi-heure. Merci. Eh bien, je vais l'attendre. C'est vous qui avez découvert Monsieur Monteil, n'est-ce pas? Ah oui, je suis pas prête de l'oublier. Venez, le salon est par là. Si vous voulez vous asseoir. Oh, merci. Est-ce que vous savez si le neveu de Monsieur Monteil a déjà été prévenu? Bon, ma foi, non, je crois pas.
D'ailleurs, il est en Angleterre, je sais pas trop s'il se dérangera. Il ne s'entendait pas très bien avec son oncle, paraît-il. Pas très bien, non? Pourquoi? Bon, monsieur n'était pas méchant, bien au contraire, mais c'était un homme triste. Et puis, il y avait madame aussi. J'ai jamais très bien compris pourquoi, mais le fait est qu'elle l'aimait pas beaucoup, son neveu. Bref, c'était pas une maison bien gaie pour un jeune homme. Et je comprends qu'il soit parti. Oui, bien sûr, bien sûr. Dites-moi, vous avez paru savoir qui j'étais il y a un instant. Madame Monteil vous a parlé de sa visite chez moi? Non, pas directement, mais je l'ai entendu qui en parlait au policier. Oh, pas que j'écoute aux portes, remarquez, j'ai entendu ça comme ça, quoi, par hasard. Vous saviez que votre patron avait une maîtresse. Oui, oh, je serais curieuse de savoir jusqu'à quel point. Si madame avait pas tout fait pour, monsieur ne l'aurait probablement jamais trompé. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Oh, allez pas croire des choses à propos de madame, non. Simplement, je crois qu'elle a jamais beaucoup aimé monsieur. Elle était contente d'être tranquille, quoi. Et lui, il aimait sa femme? Bien plus qu'il n'osait le dire, oui. Et j'ai dans l'idée que c'était bien là le drame. Bon, là-dessus, vous m'excuserez, mais il faut que je m'occupe de ma cuisine. Oh, un instant, s'il vous plaît. Mais au fait, comment vous appelez-vous, mademoiselle? Berthe. Ça vous ennuierait si je vous posais encore quelques questions? Mais à quel sujet? Au sujet de Monsieur Monteil, par exemple. Votre patronne m'a chargé de faire une petite enquête. Enfin, j'ai besoin de quelques renseignements complémentaires. Puisque vous attendez madame, vous n'aurez qu'à la lui demander. D'ailleurs, maintenant, je vois pas très bien à quoi elle pourrait servir, votre petite enquête. Ah, parce qu'avant, vous le saviez à quoi elle devait servir? Ma foi. Au fait, non, vous avez raison. Mais vous saviez qu'on m'avait chargé d'identifier l'amie de Monsieur Monteil. Mais j'ai entendu madame qui en parlait au policier, je vous l'ai dit. Et elle n'aura pas dit pourquoi? Je suppose que si. Mais ça, j'ai pas pu entendre. Que pensez-vous de ce suicide, vous, mademoiselle Berthe? Oh, que c'est bête, comme tous les suicides. On a bien le temps d'être mort, non? Oh, ça, bien sûr. Mais est-ce qu'elle vous a surprise? Oui et non. Comment ça? Sur le coup, ça surprend, forcément. Si je vous disais que je m'y attendais, je mentirais. Maintenant, par contre, en y réfléchissant, je suis pas tellement étonné, non? Tiens, pourquoi? Je sais pas. Monsieur était tout drôle depuis quelque temps. Il allait plus à son bureau le matin. Il restait là, le nez dans je sais trop quel papier. Il disait presque plus rien. On leur aurait vraiment dit que plus rien ne l'intéressait. Il était peut-être malade. Je crois pas, non? Et il ne vous a rien dit de spécial hier matin? Ah, si. J'en ai d'ailleurs parlé à la police. Oui, j'étais sur le point de partir en course et je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose. Il m'a d'abord regardé d'un air bizarre. Un peu comme si j'étais transparente. Puis il a dit doucement « Non, merci, ma bonne Berthe. Ni maintenant, ni plus tard. » Tiens. Si vous me permettez encore une question, je voudrais pas être trop indiscrète. Mais... Ah de toute façon, il est trop tard, voilà madame qui rentre. Bon. C'est la demoiselle que vous avez vue hier, madame la détective. Ah oui, je vois. Elle vient tout juste d'arriver. Bon. Rien d'autre? Pas de téléphone, non? Ah, les pompes funèbres aussi, il faudra les rappeler. C'est bien, Berthe, merci. Occupez-vous du déjeuner, voulez-vous? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame Monteil. Je me suis permis de... Oh, un instant, voulez-vous? Voilà. Ma bonne est une brave femme, mais elle a la manie de tout écouter. Vous disiez? Que je m'étais permis de venir jusqu'ici en raison du drame qui est arrivé. Qui vous en a prévenu? La police. Ah. L'inspecteur Brochard est venu me poser quelques questions concernant votre visite. Simple routine, bien entendu. Bien entendu. Au fait, je ne vous ai pas encore présenté mes condoléances, madame Monteil. Croyez que je compatis sincèrement. Je vous remercie, mademoiselle, vous êtes très aimable. Je comptais précisément vous téléphoner au sujet de vos honoraires. Dois-je vous faire un chèque ou bien la provision que je vous ai versée sera-t-elle suffisante?
Je vous demande pardon, je ne comprends pas. Vous ne voulez pas dire que vous renoncez à votre enquête, tout de même. Que pourrais-je faire d'autre, mademoiselle? Je vous avais demandé de prendre mon mari en filature. Mon mari étant mort, je ne vois pas très bien comment vous pourriez vous acquitter de cette tâche. Vous êtes en train de sous-estimer nos possibilités, Madame Monteil. Filer votre mari eût été le moyen le plus simple de parvenir à la personne qui vous intéresse, certes, mais il y en a d'autres, je vous assure. Par exemple? Ou bien, par exemple, les objets personnels et les papiers de Monsieur Monteil. Une liaison de plusieurs années ne va pas sans laisser de traces. Je suis persuadée que mon mari ne conservait aucune correspondance, si c'est ce que vous voulez dire. Mais il n'y a pas que la correspondance, une simple carte de visite, une photographie, un talon de chèque, enfin bien d'autres choses encore peuvent nous mettre sur la voie. Sans parler des agendas et de leur répertoire téléphonique. Oui, vous avez sans doute raison, mademoiselle, mais enfin, quand bien même vous retrouveriez cette femme, à quoi cela servirait-il maintenant? Pourquoi maintenant? Je ne comprends pas. En admettant qu'elle ait reçu de... Non, un instant, je vous prie. Vous désirez quelque chose, Berthe? Oui, c'est à cause du marché, madame. Il n'est pas très loin de midi et je me demandais... Bon, ça n'a aucune importance, nous déjeunerons plus tard. Allez, je vous en prie. Bien, madame. Oh, Berthe, Oui, madame. claquez la porte en sortant, que je sache lorsque vous serez partie. Voulez-vous? Bon. Bon, que disions-nous? Ah oui, les papiers de mon mari. Eh bien, je vous assure qu'ils me préoccupent sérieusement, mademoiselle, mais vous comprendrez peut-être que je me soucie d'abord d'en étudier les chiffres. C'est bien normal et je souhaite sincèrement qu'il ne soit pas catastrophique, mais supposons que par malheur, et comme vous paraissez le craindre, il le soit. Que ferez-vous? Je ne sais pas, mais je suppose qu'il ne m'appartient plus de décider quoi que ce soit. Mon neveu sera informé et la justice saisie, sans doute. Encore que, autant que je sache, on ne poursuit pas les morts, je crois. C'est exact, mais vous êtes bien vivante et légalement co-tutrice des biens de votre neveu, si je ne m'abuse. Théoriquement, oui. En fait, mon mari s'occupait de tout. Et je lui faisais naturellement confiance. Hélas. C'était donc cela. Je vous demande pardon. Lorsque j'ai appris la mort de votre mari, Madame Monteil, j'ai tout de suite pensé que vous l'aviez tué, sans trop réfléchir et sans beaucoup raisonner, je l'avoue. Mais ce fut vraiment ma première idée. Maintenant, je sais que je ne me trompais pas, et je crois que je commence à comprendre. Mademoiselle Dutilleul, vous êtes folle, oui, folle alliée. Et vous êtes grossier, Monsieur Lorrain. Et sans doute. Non, pardonnez-moi, c'est plus fort que moi. Enfin, vous vous rendez compte, bon sang, si vous vous trompiez. Non. Bon, et bien sûr, vous ne pouvez pas vous tromper, n'est-ce pas, vous? Non, supposez un instant que cette femme soit innocente. Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous l'aviez vue et entendue, vous penseriez comme moi. Quand je l'ai eu accusée, elle m'a regardé avec un petit sourire et j'ai vu le moment où elle allait me dire tranquillement « Prouvez-le ». Finalement, elle a tout de même préféré s'abstenir. Eh bien, c'est moi qui vous le dis, alors, prouvez-le. Seulement prouvez-le d'abord. Et sans en parler à la police. Enfin, au point où vous en êtes, vous n'avez pas le droit de l'accuser ouvertement. Ce n'est pas non plus mon intention. L'inspecteur Brochard est un homme compréhensif et qui ne refusera pas de parler avec moi officieusement. Mais enfin, sapristi, qu'espérez-vous de lui? Vous êtes drôle. Qui vous dit qu'il n'en détient pas une, sans le savoir, une preuve? Il y a tout de même des rapports d'experts que nous ne connaissons pas. Ah oui, bien sûr. Non, mais alors que vous êtes si merveilleusement extra-lucide, les 10 experts ne sont même pas capables de voir ce qui leur crève les yeux? En gros, vous êtes désarmante. Bon, alors désarmez, laissez-moi faire. Je vous promets d'y aller sur la pointe des pieds. Ah, il est bien temps. Oui. Enfin, vous êtes bizarre tout de même. Et si j'ai raison? Et si cette femme a vraiment tué son mari? Vous trouveriez normal de la laisser échapper? Je vous l'ai dit et redit, ce n'est pas à nous de la poursuivre. La police est là pour ça. Peut-être avez-vous raison, mais je n'aime pas que l'on se paie ma tête, Monsieur Lorrain. Or, c'est exactement ce qu'est en train de faire Madame Monteil, et je suis bien décidée à ne pas en rester là. Oui, votre hypothèse pourrait se tenir, mademoiselle Dutilleul, et même assez bien.
Vous seriez seulement venu hier soir encore, tout ça m'aurait certainement fait réfléchir. Je vous demande pardon, je ne comprends pas. Oh, c'est très simple. Depuis ce matin, je détiens précisément une preuve. Mais c'est la preuve absolue qu'Albert Monteil s'est bel et bien suicidé. Absolu? Oui. Car afin d'éviter toute méprise, justement, Monteil a envoyé une lettre au procureur de la République. La voici d'ailleurs. Vous pouvez la lire. Qui vous dit que cette lettre est bien de la main d'Albert Monteil? Ah, décidément, vous ne désarmez pas volontiers. Si je vous parle de preuves, c'est que je me suis d'ores et déjà assuré de l'authenticité de cette lettre. Elle m'a été transmise hier soir et je me suis rendu dès ce matin au bureau de Monteil. Non seulement ces deux employés ont formellement reconnu l'écriture et la signature de leur patron, mais ils m'ont aussi confié quelques documents que j'ai soumis à l'expert graphologique de nos laboratoires, lequel est également formel. Cette lettre a bien été écrite par Albert Monteil. Inspecteur, Oui. de deux choses l'une. Ou mon associé a raison, je suis folle alliée et je ferais mieux de retourner dans la couture. Ou bien... Ou bien, je dois avoir de sérieuses dispositions pour ce métier. Parce que je viens de trouver la clé et que je suis de plus en plus persuadée que Madame Monteil a tué son mari. Franchement, mademoiselle, je n'irai pas jusqu'à vous conseiller définitivement la couture, mais... Oui, je comprends, votre réaction est normale. Pourtant... Est-ce que vous êtes joueur, inspecteur? Je ne déteste pas un petit poker de temps à autre, mais de préférence en dehors de mon travail. Vous ne pourriez pas faire une exception? Mais pour être franc, j'aimerais mieux pas. Vous m'êtes plutôt sympathique, mais de là à jouer ma situation... Et si je vous montrais mes cartes? Et si même je vous indiquais presque à coup sûr quelles sont celles de Madame Monteil? Je ne sais pas. Ça dépendrait de la grandeur du risque, évidemment. Alors écoutez-moi, inspecteur. Mais écoutez-moi bien. Asseyez-vous, inspecteur, je vous en prie. Merci. Et vous aussi, mademoiselle. Merci. Puis-je vous demander qui, inspecteur, de mademoiselle ou de vous, accompagne l'autre? Je vous demande pardon. Je crois que Madame Monteil voudrait savoir qui lui rend visite. De la police privée ou de la police tout court. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est bien cela, oui. Ma visite est officielle, Madame Monteil, et nécessitée par un fait nouveau concernant la mort de votre mari. Vous avez bien dit un fait. Si vous voulez parler de la théorie incohérente échafaudée par mademoiselle, et dont elle n'a certainement pas manqué de vous faire part, vous me permettrez de trouver le mot un peu fort. Je ne suis peut-être pas un fin lettré, Madame Monteil, mais je sais tout de même faire la différence entre un fait et une hypothèse. Monsieur le procureur de la République vient de me transmettre une lettre qu'il a reçue hier. Une lettre de votre mari, madame. Une lettre de mon mari? Qu'y a-t-il? Cela vous fait peur? Oh non, pourquoi peur? Non, mais je ne comprends pas, c'est tout. Vous ne comprenez pas quoi, Madame Monteil? Mais pourquoi mon mari aurait écrit au procureur de la République? Vraiment, vous ne voyez pas? Enfin, si. Si, bien sûr. Je suppose qu'il aura voulu prévenir de son suicide, tout simplement. Tout simplement, oui. Mais cela est tellement simple que vous n'y avez pas pensé d'abord, n'est-ce pas? Alors, à quoi pensiez-vous donc, Madame Monteil? J'ai pensé d'abord à l'étrangeté de votre attitude, inspecteur, et à la présence de mademoiselle. Sachant qu'elle me soupçonne tout bonnement d'avoir tué mon mari, vous conviendrez qu'il y a de quoi être un peu dérouté. Mais vous vous trompez, madame, je ne vous soupçonne plus d'avoir tué votre mari. Je vous accuse de l'avoir fait. Eh bien, voilà qui est franc, au moins. Vous auriez dû commencer par là. Non, car l'accusation de votre mari est tout de même plus importante que la mienne. L'accusation de mon mari? Oui. Ça l'accre au procureur. Écoutez-moi bien, inspecteur. Je vous soupçonne de vous prêter à une méchante comédie, mais je vous préviens qu'elle pourra vous coûter très cher. Voulez-vous, je vous prie, me montrer cette lettre de mon mari? Elle n'est plus en ma possession. Une information ayant été ouverte,
Elle a été versée au dossier. Eh bien, je disais que cette comédie pourrait vous coûter cher, mais maintenant je vous le garantis. Votre alliance avec ce détective d'opérette, je vous la ferai regretter, je vous le jure. Je vous accorde que Mademoiselle du Tilleul a dans le regard un petit quelque chose qui n'a pas l'apparence du sérieux. Mais je me permets tout de même de vous mettre en garde. Ne vous y fiez pas trop. Et si je téléphonais au Quai des Orfèvres pour qu'on m'envoie quelqu'un? Quelqu'un qui assisterait à la suite de notre conversation? À votre place, étant donné que j'appartiens moi-même à la police judiciaire, j'appellerai plutôt la Sûreté Générale. Anjou 2830. Le bluff est une arme à double tranchant, Madame Monteil. Il ne faut y recourir que si l'on est certain de gagner. Là, je veux bien vous croire, vous devez savoir de quoi vous parlez. Néanmoins... Oui? Vous venez de bluffer. Et vous avez perdu. Croyez-vous? Oh, j'en suis sûre. Eh bien, continuons un peu alors. Pour voir, simplement. Maintenant que vous ne risquez plus rien. Merci, non. Je risquerais tout de même de m'ennuyer et ce serait déjà trop. Je crois que vous avez tort, Madame Monteil. Savoir pourquoi l'on a perdu, ça fait encore partie du jeu. Et ça peut être très utile, parfois. Eh ben, après tout, pourquoi pas? Mais alors, puisque vous êtes tous deux gagnants, n'oubliez pas de m'expliquer les deux jeux. Vous vous trompez, je suis le seul gagnant. Tiens, Avec Mademoiselle du Tilleul, vous faisiez jeu égal. Vous, en réussissant un crime parfait. Elle, en réussissant à le reconstituer. Mais sans pouvoir le prouver. très intéressant. Vous avez raison. Continuez, je vous en prie. Votre erreur fut de vouloir trop bien faire. Et votre malchance de tomber sur Mademoiselle. Si le hasard vous avait amené auprès d'un détective bien blasé, ça aurait pu changer beaucoup de choses. Oh, c'est vrai. Mon associé, qui n'est pourtant pas spécialement blasé, mais qui a tout de même 10 ans de métier, m'a vivement reproché de chercher à comprendre votre comportement. Il aurait sans doute accepté, lui, un petit chèque supplémentaire et serait passé à autre chose. Oui, tandis que vous... Vous étiez ma première affaire. J'étais prête à la trouver exceptionnelle. Et je suis terriblement têtue. Ce qui vous a mené... À découvrir que la maîtresse de votre mari existait bel et bien, mais qu'elle était le contraire d'une femme ruineuse. Il me fallut donc rechercher qui pouvait bien coûter si cher à votre mari, et je découvris que c'était vous. Voilà qui devient passionnant. Enfin, vous et lui-même, car il y a 15 ans que vous vivez, et assez bien, ma foi, sur la fortune de votre neveu. Cette fortune qui vous est tombée du ciel, alors même que votre mari était au bord de la faillite, pour ne pas dire de la banqueroute. On n'oublie pas facilement les miracles dans le milieu boursier, Madame Monteil, surtout lorsqu'ils restent inexpliqués. Et beaucoup n'ont jamais compris, il y a 15 ans, l'étonnant rétablissement financier de votre mari. S'il est vrai qu'il a fait quelques mauvaises affaires, il y a 15 ans, il s'est largement rattrapé depuis. Mais justement, non. Votre mari était devenu bien trop heureux pour réussir une remontée. Et voilà comment la fortune, qui vous avait été confiée, s'est trouvée être grignotée d'année en année, très à contre-cœur par votre mari d'ailleurs, qui ne faisait que céder devant vous. Si vous n'aviez pas avoué vous-même que vous étiez prêt à trouver du sensationnel partout, on pourrait se demander où vous allez chercher tout ça. Malheureusement, le temps passe, les neveux grandissent, et le moment vient vite où il faut rendre des comptes. Et on se souvient tout à coup que l'abus de confiance, lorsqu'un mineur en est victime, ça se solde par de la prison sans sursis. Oh, merveilleuse démonstration. Il est bien évident, en effet, dans ces conditions, qu'il ne me restait plus qu'à tuer mon mari, en prenant bien soin d'éveiller d'abord la curiosité d'un détective. En prenant bien soin de vous réserver son témoignage, simplement, car vous êtes co-tutrice de votre neveu et, aux yeux de la loi, responsable au même titre que votre mari. Il vous fallait donc prouver votre ignorance. Est-ce tout? Pour ce qui me concerne, oui. Ce ne sont là que des présomptions, certes, et je ne pourrais pas non plus, quant à moi, prouver que vous avez tué, mais la malchance a joué contre vous, et l'inspecteur Brochard le peut, lui. Grâce à votre mari, Madame Monteil, c'est vrai. Car sa lettre existe bel et bien. Apeuré, sachant qu'il allait falloir rendre compte, et que vous seriez poursuivi au même titre que lui, il avait prévu que vous chercheriez peut-être à le faire payer seul. Vous ne trouvez pas ce piège un peu gros, inspecteur? Je ne vous ai pas menti, Madame Monteil. La lettre est au dossier, et je n'ai vraiment pas eu le temps de la faire photocopier. Mais je peux quand même vous prouver son existence. Regardez cette enveloppe, et dites-moi s'il s'agit bien de l'écriture de votre mari. À première vue, oui, je pense que oui, il me semble.
Bien. Vous pouvez constater qu'elle est effectivement libellée au nom de monsieur le procureur de la République. Votre mari a posté cette lettre au bureau qui est juste à côté d'ici, le matin de sa mort, vers 9 heures. C'est-à-dire, à peu de choses près, 50 ou 60 minutes avant que vous ne lui appuyiez son propre revolver sur la poitrine. Et elle disait tout simplement cette lettre: « Craignant que ma femme ne tente de m'assassiner, je tiens à vous faire savoir que je n'ai nullement l'intention de me suicider. » C'est donc pour ça. Quand je me suis avancée vers son bureau, il m'a regardé bizarrement. Puis il a regardé derrière lui, vers la fenêtre. Comme s'il avait voulu me faciliter les choses. C'est presque incroyable. En somme, elle l'a tué alors qu'il avait déjà posté sa lettre au moment où il était sur le point de se suicider. Oui, peut-être une demi-heure ou une heure avant, oui. Mais, enfin non, il y a quelque chose qui m'échappe là. Car enfin, il n'aurait tout de même pas décidé de payer seul et de sauver sa femme. Enfin, s'il avait vraiment prévu qu'elle puisse l'assassiner. Peut-être n'a-t-il compris qu'au dernier moment, et peut-être a-t-il trouvé plus simple de se laisser tuer que de tirer lui-même. De toute façon, pour lui, ça ne changeait rien. Oui, mais et autrement dit, et alors qu'il était prêt à disparaître pour la sauver, il l'a encore aidé à commettre un crime parfait. Ah. Que disait-il exactement dans sa lettre? Oh, son mot était si bref que je l'ai retenu par cœur. Oui. Choisissant de me faire justice moi-même, je tiens à préciser que ma femme a toujours ignoré tout de mes agissements malhonnêtes. Je tiens à préciser que ma femme a toujours tout ignoré. Mais qu'est-ce qu'elle a dit alors lorsqu'elle a su que vous l'aviez bluffé? Elle ne le sait pas encore. Comment? Après qu'elle ait avoué et qu'elle se soit effondrée, l'inspecteur Brochard et moi-même n'avons pas eu le courage de lui asséner ce dernier coup. Ouais. Plus tard, quand elle se sera faite à l'idée de finir sa vie en prison, ce sera déjà bien assez dur pour elle. Regretteriez-vous déjà ce premier grand succès? Ah non. Non. Je n'irai pas non plus jusqu'à en souhaiter beaucoup de cette veine-là, mais ma prochaine affaire, vous me la choisirez vous-même. Voulez-vous? Bien banale et bien reposante.